Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver pour cette autre édition de Vox Live sur Vox Africa. Ce soir, vous le verrez, on traite d'un thème qui est apparu il y a seulement quelques années, mais aujourd'hui qui fait un tabac dans le monde et en Afrique plus particulièrement où l'on le découvre encore tous les jours. On parlera simplement des fintech et qu'est-ce qu'il en est, quels sont les enjeux, que gagne le consommateur, que gagnent ces plateformes qui utilisent justement cette nouvelle mode de fintech et quels sont les avantages, les inconvénients. Nous essaierons de balayer tous ces aspects. Je ne serai pas seul. Avec moi ce soir, 3 experts du domaine de ce domaine justement. On commence par Monsieur Tane Rostan. Bonjour, bonsoir, pardon. Merci d'être avec nous sur Vox Africa. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Alors, vous êtes promoteur de médias intelligence, je dirais plus particulièrement, vous êtes Competitive Business Intelligence. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, Competitive Business Intelligence, c'est une agence spécialisée dans la collecte, l'analyse et la diffusion de l'information pour les buts comme support d'aide à la décision pour les exécutifs. Alors, notre rôle au quotidien, c'est de repérer tous les signaux, c'est de collecter toutes les informations, tous les faits qui concourent effectivement à l'évolution des secteurs que sont les télécommunications, les finances et les médias, de façon à ce que les décideurs puissent être éclairés convenablement au moment de prendre les décisions. Et donc vous êtes des aides de décision? Bien sûr. Voilà, bien vous sûr. Faites de la veille. Alors, merci. Et à côté de vous, à votre gauche plus précisément, c'est Monsieur Kaele Bouba. Merci d'être avec nous. Bonsoir à vous aussi. Bonsoir. Alors, vous êtes directeur marketing et communication de la banque Afriland First Bank. Nous sommes au Cameroun, je le précise. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, plus précisément, ce thème semble vous intéresser. On parle de fintech. De prime abord, comment est-ce que vous analysez ce nouveau concept? Pour vous, il vous surprend ou vous vous attendiez un peu et son expansion, sa vulgarisation vous étonne? Bon, fintech, c'est déjà la contraction de 2 mots, finance et technologie. Donc, on va assumer que ce sont les entreprises qui utilisent la technologie pour apporter les services financiers aux consommateurs. Donc, pour une banque qui est aussi un fournisseur de services financiers, ce n'est qu'un thème d'actualité et qui présente un très grand intérêt pour nous. Et donc vous êtes dans le beurre, on imagine, vous nous y plongerez aussi. Et en face de vous, il est seul dans son coin, pas qu'il est opposé à vous, mais simplement qu'il n'y avait personne pour l'accompagner de ce côté. Lui, c'est Monsieur Feuzepierre. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général de Hypersat. C'est quoi Hypersat? Hypersat est une société c'est un fournisseur d'accès Internet par satellite. Donc, c'est un service particulier puisque les zones de couverture sont très larges, sont continentales. Donc, ne connaît pas de point d'ombre. Donc, ce service-là nous a permis de connecter un certain nombre d'institutions financières et d'interconnecter des agences dans ce monde-là. Donc, ce qui me permet d'avoir quelques appréciations sur ce qui se passe avec cette nouvelle technologie, le fintech. Des appréciations qui nous seront fort utiles. Merci à tous, messieurs, d'être venus sur ce plateau pour ce débat qui durera, je le précise, 2 heures pour que vous, à la maison, vous compreniez tout de ce qu'est finalement la fintech. Mais d'abord, cet élément que nous propose Steve Gabengena, concrètement, lorsqu'on parle de fintech, de quoi s'agit-il? Quel est le but? À quoi ça renvoie? C'est à ces questions qu'il tente de répondre dans cet élément. La fintech, un concept révolutionnaire apparu il y a seulement quelques années. Très vite, de nombreux pays s'y sont mis à travers start-ups innovantes et institutions financières bien connues. Cette nouvelle vision du monde de la finance attire plus d'un et son succès n'est pas près de s'arrêter. Alors de quoi s'agit-il concrètement? Comment comprendre la notion de fintech et surtout, quel est son but? Pour y voir plus clair, il faut remonter dans les années 2008-2009, alors que la crise financière est à son paroxysme, va naître un sentiment d'indignation face au système en place. Au même moment, la technologie a le vent en poupe. La classe moyenne va vite s'en emparer à travers de nombreux objets intelligents, notamment le téléphone portable. Des startups se constituent et se regroupent. Un nouveau mouvement voit le jour, la révolution numérique dont la finance est lancée. La fintech, c'est donc la finance par le biais des nouvelles technologies. Le slogan est simple, à chaque service bancaire sa fintech. Car dans cet univers virtuel, les opérations sont plus simplifiées. Par exemple, les paiements se font par carte bancaire ou en espèces.
Plus besoin d'être client d'une banque pour avoir un compte. Ici aussi, ne compte pas l'âge, comme pour les opérateurs de téléphonie mobile. Seule condition, avoir un numéro de téléphone. Autre avantage, la facilité des procédures. Pour des opérations d'envoi et de retrait des fonds par exemple, les clients n'ont parfois aucune paperasse à remplir. Ceci ajouté à la vitesse des transactions. Mais qu'est-ce qui rend ces fintechs si différentes des méthodes traditionnelles? La réponse se trouve dans leur approche centrée sur le client, afin de lui rendre la vie plus facile en l'impliquant plus directement. Désormais, le client peut lui-même effectuer ses opérations, mais aussi bénéficier des prix plus faibles et transparents, sur des services rapides, simples et accessibles à tout moment, partout et par n'importe quel canal. L'objectif est bien de mettre fin à la banque telle qu'on la connaît. Merci Steve pour cet élément qui nous renseigne très bien sur ce qu'est la FinTech finalement. Je commence par vous, Monsieur Kaile Bouba. Dans cet élément, on a bien compris Steve Gabengina qui dit indignation face à la banque, ce qui a favorisé la FinTech ou les FinTech. Est-ce que vous comprenez quand même ce sentiment, vous qui êtes dans le milieu de la banque aujourd'hui? Alors comprendre, je serais tenté de le comprendre parce qu'il faut regarder les choses telles qu'elles sont en face. Elles sont comment? Présentez-nous-les. Écoutez, si on se met dans le contexte camerounais, c'est une quinzaine de banques qui ont un total d'actifs qui tourne autour de 3 500 milliards, c'est-à-dire tout l'argent qui circule dans l'économie formelle, les banques, microfinance y compris. Donc 15 banques, 510 établissements de microfinance et environ 3 300 000 comptes bancaires. Donc, et quand on regarde à côté, la partie du marché qui n'est pas couverte par les services bancaires, on constate, selon des analyses que nous avons faites sur la base des chiffres de l'Institut national de la statistique, qu'il y a entre 8 et 9 millions de personnes qui accèdent aux services financiers d'une façon ou d'une autre, mais qui n'ont pas de compte bancaire. Oui. Alors, qui dit aujourd'hui ne pas avoir de compte bancaire, c'est les difficultés d'accès au crédit, à l'épargne, au financement, à l'assurance. Donc, il y a toute une panoplie de services auxquels ces personnes ne peuvent pas accéder. Du coup, qu'est-ce que ça représente? Les actifs, par exemple, qui circulent dans le secteur informel, on les évalue peut-être annuellement, le chiffre d'affaires annuel sur la base des chiffres de l'Institut national de la statistique, ça tourne à peu près mensuellement autour de 2500 milliards de chiffre d'affaires qui circulent en dehors du circuit formel de l'économie. Alors, qu'est-ce que ça représente, cette privation de ressources pour l'économie? Parce que, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez ça comme une privation de ressources? L'économie se finance comment? Monsieur Feuzeux a une entreprise, il veut la financer, il faut bien que la banque qui va lui donner du crédit ou un financement trouve ses ressources. Et ces ressources sont issues de l'épargne des individus comme vous et moi. Donc, en privant l'économie de cette ressource qui est immense, on prive l'économie de sources de financement et de développement. Donc voilà rapidement brossé. Maintenant, on peut rentrer dans les aspects tels que la satisfaction du client. Est-ce que les clients sont contents quand ils prennent 2 heures, 3 heures pour faire un retrait au guichet, le temps d'accès par exemple sur les prêts qu'on fait à la clientèle des particuliers. Et là, on parle de la banque de détail, et peut-être parfois trop long pour des sommes qui ne sont pas importantes. Donc, il y a matière à réflexion et je pense que la question, les fintech posent à propos cette réflexion. Il y a cette question, Monsieur Taner Rostand a certainement une réponse. Vous qui analysez les habitudes de consommation finalement des consommateurs, pour ne pas me répéter, est-ce que vous comprenez que les populations se soient ruées très rapidement vers ce nouveau mode de banque, modèle de banque, on va dire virtuel, entre guillemets? Alors, avant toute chose, il est important déjà de comprendre la situation présentée au Cameroun. C'est vrai que M. Bouba a essayé d'apporter quelques éléments.
On a toujours cette antinomie entre la pénétration de la téléphonie mobile qui n'est pas très loin de 90% et aussi une estimation environ de 25% des personnes ayant un compte bancaire. Vous voyez le gap qui existe entre ces deux éléments. Alors ça devient une grosse opportunité. Opportunité à la fois pour les opérateurs de télécommunications, opportunité également pour les banques, pour parler comme M. Bouba, pour pouvoir capter cette masse d'argent qui pourrait circuler entre les 25% et les 90% si les télécommunications, en fait, la convergence télécommunications et finances pourrait amener l'économie, pourrait amener à formaliser un ensemble de cet argent qui circule de façon informelle. Cela serait une très bonne chose, à la fois pour l'État, à la fois pour les individus, et à la fois aussi pour, disons ici, le macroéconomie. Maintenant, je ne sais pas si j'ai apporté les éléments... Du tout. Ma question c'était, vous qui analysez les habitudes de consommation et qui les présentez finalement aux décideurs, vous, comment interprétez-vous le fait que les populations aient vite adopté ce nouveau système? Alors, mon explication voudrait dire que l'adoption aujourd'hui, je ne sais pas si on peut apprécier, si on peut véritablement qualifier ça de vite adopté comparativement au gap qui reste à combler entre la pénétration, en fait, entre les 25% de la pénétration bancaire, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont... Mais avoir aussi la date d'existence, depuis quand la FinTech est née jusqu'à aujourd'hui, c'est quand même une progression énorme. Bon, moi, je ne le dirais pas. Peut-être pourquoi je le dirais. Quand on parle de FinTech au Cameroun, on a deux périodes. On a la période avant la réglementation et la période post-réglementation. Avant la réglementation, c'est pratiquement en 2007 que Afriland Investment lance le premier porte-monnaie électronique. Et on va évoluer en 2008 avec... Express Union qui va lancer le premier service de transfert d'argent au niveau en utilisant la fois Promote. Après, on aura d'autres acteurs. MTN va arriver en 2010, on verra Monetel, MyMoney, Colbros Money. On a environ une dizaine d'acteurs qui sont succédés dans ce secteur d'activité. Nous sommes en 2017 aujourd'hui. Alors, si nous regardons la pénétration au niveau même du mobile money, on ne sera pas loin de 6 millions de comptes, des titulaires de comptes de mobile money, comparativement à la pénétration mobile. Je ne dirais pas que c'est vraiment véritablement rué. Tout reste à faire dans ce secteur d'activité. Bon, c'est mon avis personnel. Bien sûr. C'est lui qu'on vous demande d'ailleurs. Et Feu Pierre, vous, Hypersat, votre entreprise fournisseur d'accès Internet par satellite, est-ce que vous aussi vous avez eu à remarquer cette, on va appeler ça comme ça, cette actualité qui veut que finalement les populations, entre guillemets les petites populations, et là on vu les grosses qui s'y ruent également, embrassent ce nouveau système? Oui, bien sûr, donc c'est tout à fait palpable. On voit bien qu'il y a une mutation dans ce secteur-là et qui, bon, il faut quand même dire que les banques avaient délaissé une certaine tranche de la population estimée trop pauvre, qui n'était pas rentable. Vous ne le ferez pas dire à monsieur Kaélé. Donc, c'est cette tranche de la population-là, je pense, qui a été rattrapée, qui a été rattrapée très rapidement. Et c'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, que nous sommes encore au début du déploiement. Mais comme vous le disiez si bien, c'est-à-dire que la courbe est vraiment... Elle est croissante. Elle est croissante, oui. Et je pense que dans les étapes de développement, nous sommes peut-être encore à la moitié, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore de paiement comme ça se fait avec au Kenya, avec le M-Pesa, ce genre de choses. On n'est pas encore passé à ce stade-là, mais ce sont des choses qui se développent. Parce que je crois que la directrice d'un grand opérateur vient du Kenya, qui vient d'être nommé. Ce n'est pas un hasard, il me semble. Voilà. Et d'ailleurs, le Kenya, l'un des pays, sans vous couper, l'un des pays, si ce n'est le pays africain le plus avancé en matière d'innovation, quand même. Oui. Donc, avec la Silicon Valley. Pas seulement en Afrique, c'est dans le monde. Dans le monde, oui. Dans le monde. Ils avoisinent les 80% en termes de pénétration de paiement. Sur ces paiements à destination. D'ailleurs, c'est ça qui est pour une fois, il faut quand même le remarquer, pour une fois, l'Afrique est précurseur dans un domaine. C'est celui-là. Je crois que ça vaut la peine de le souligner parce que je crois que le directeur d'Orange en France, à la maison mère, disait qu'ils ont testé que l'Orange Money en Afrique a été le laboratoire pour leur
projet de Orange Bank qu'ils sont en train de mettre en place et qui doit être lancé en juillet. Mais ça a été l'Afrique, le laboratoire. Voilà. C'est chez nous qu'ils ont fait. Mais finalement, est-ce que le terme laboratoire n'est pas péjoratif? Comme vous dites, c'est en Afrique qu'on fait les expériences et puis on adapte l'expérience si ça marche de l'autre côté. Est-ce que ce n'est pas péjoratif finalement? On essaie, nous sommes des souris de laboratoire? Non, pas du tout. L'Afrique, structurellement, si on regarde sur un certain nombre de domaines, parce que il faut, je ferai remarquer à monsieur, il y a deux phénomènes qui sont importants dans la mutation qu'on observe. Celui de l'Internet, qui est un facteur clé, et celui des réseaux de télécommunications. Et toutes ces technologies s'adossent sur ces deux éléments. Donc, l'Afrique a connu ou avait un retard structurel en matière d'infrastructure, et les télécommunications en font partie. Et la technologie mobile, parce que moins chère que la technologie filaire, a permis de combler rapidement ce gap. Mais il faut comprendre une chose, et je lisais à propos un article fort intéressant dans la revue Harvard Business School, qui disait que les technologies en elles-mêmes n'apportent pas le changement. Ce qui apporte le changement, c'est trouver un business model qui fait le lien entre cette technologie et un besoin du marché. L'attente de... Et c'est ce modèle qu'on crée qui permet de créer le changement. Vous prenez la téléphonie mobile, elle existait bien au Cameroun, on va dire, les opérateurs ont commencé à opérer en 2001, mais on voit bien que le shift s'est fait une dizaine d'années plus tard, c'est-à-dire le temps que les gens comprennent qu'est-ce que cette technologie peut apporter, qu'est-ce qu'on peut mettre derrière. Voilà. Le boom de l'Internet, qui au Cameroun commence véritablement avec les réseaux 3G, 4G, parce qu'avant, il y a beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas faire. Donc, on va dire, nous ne sommes que dans une phase, comme Pierre Feuzeux disait, on n'est que peut-être à la première étape du développement de ce foisonnement qui, ma foi, sera très passionnant. Et finalement, écoutez justement Pierre Feuzeux, on a l'impression qu'il prédisait presque un avenir radieux à la FinTech, c'est ça? Ah, pas forcément. Comme vous avez dit, on n'est pas au bout de notre surprise, et puis on n'est pas encore arrivé là où on devrait être arrivé. Oui, bien sûr, mais il faut dire que c'est un débat aujourd'hui. C'est peut-être l'un des plus importants que la planète connaît. C'est-à-dire, c'est le phénomène d'ubérisation. Bon, peut-être que je sors un peu du sujet, mais la campagne électorale en France est un peu liée à ça. C'est-à-dire qu'on a un candidat qui veut ubériser. C'est ça. Un changement radical. Oui. Une disruption. Oui. Donc, ça produit du chômage. Ça peut produire de nouveaux services, ça peut produire de l'emploi, mais enfin, c'est à double détente. Donc il faut être très attentif. Bon, je suppose qu'on parlera de la législation. Oui, mais quand même, je voudrais apporter un bémol à ce que Pierre dit. Sur la question du chômage, parce que quand on pose la chose comme ça effraie les gens. Ouais. Je pense qu'il y aura un phénomène de réadaptation des divers métiers. Ça se fait, je veux dire... naturellement, il y aura une réadaptation, une réappropriation de nouveaux champs, parce que cette technologie crée de nouveaux types de métiers à côté des services qui sont créés. Donc, je pense que sur ce côté, on peut se dire, il ne faut pas brandir tout de suite la question du chômage. Non, je préfère qu'on regarde la chose plutôt en termes de développement, réadaptation et conversion à de nouveaux types de métiers. Vous êtes plutôt optimiste. Vous voyez le verre à moitié plein que de le voir à moitié vide. C'est pas voir le verre à moitié plein. J'ai un background. J'ai travaillé pendant 12 ans dans la téléphonie, dans les télécommunications. Donc, ça me permet de relativiser un certain nombre de choses. Parce que j'ai vu, par exemple, comment la téléphonie est arrivée. Si on prend le cas du Cameroun, on dit, il y a les call box. Oui, qu'est-ce qu'ils deviennent après? On a vu qu'il y a une mutation, les call box physiques ont disparu, mais il y a, on comptait à peu près 300 à 400 000 points de détail, par exemple, qui ont été créés
par qui sont nés de la distribution des produits de la téléphonie. Oui. Et plus loin, aujourd'hui, c'est des points convertibles en points de détail pour ce qui concerne les services bancaires. Exactement. Donc, on a potentiellement sur le Cameroun 300 000 agences bancaires à venir qui peuvent offrir tout type de services. Verser de l'argent sur un compte, retirer de l'argent, ouvrir un compte bancaire, donc payer une facture d'électricité. Tous ces points peuvent devenir des points de collecte, de vente de services. Donc il faut voir la chose. Moi, je reste optimiste. Et Rostand Tané, certainement, de cet avis. Oui, non, bien évidemment, c'est les faits en réalité. Les faits ne se discutent pas. C'est la direction à prendre. Mais par contre, moi, j'observerais plutôt que, M. Boubala a mentionné tout à l'heure, le développement technologique, il est bien, mais surtout, c'est la compréhension véritablement des habitudes d'usage de la population. Et c'est à ce niveau que la plupart des promoteurs peuvent se retrouver butés contre l'application des modèles importés du Kenya. On parlera du Kenya, on parlera de l'Ouganda. Mais les relations, la façon dont les Ougandais gèrent leur argent au quotidien, les relations qu'ils ont avec l'argent n'est pas la même au Cameroun. Il y a toujours des nuances. C'est la raison pour laquelle il est important pour les développeurs des applications, des key applications aujourd'hui, de comprendre véritablement, de déterminer les besoins, d'apporter des solutions. Je suis très fier des Camerounais qui développent des applications tontines, bien évidemment. Mais seulement, la tontine traditionnelle n'est plus la tontine. La tontine traditionnelle n'est plus la vraie tontine. La tontine aujourd'hui, c'est devenu une petite bourse qui ne dit pas son nom. Une bourse financière qui ne dit pas son nom. Ce n'est plus la tontine traditionnelle. Alors c'est à ce niveau qu'on peut avoir un frein. Avoir des applications, avoir les usages, avoir le point de vente. Autant de points de vente, des milliers de points de vente. Mais il faudrait une intégration horizontale et verticale. Il faudrait que le système d'un bout à l'autre soit ancré dans le modèle transactionnel de la monnaie. Sinon, on aura toujours un développement. On a l'impression qu'on a plus de services de paiement, véritablement, que des services financiers, que des applications qui donnent des services financiers. Paiement, on paye des factures, on paye, mais véritablement, est-ce qu'on doit vivre, est-ce qu'on doit gérer son argent avec véritablement une application? C'est à ce niveau qu'on peut avoir un petit décalage. Il est important pour les opérateurs et pour tous ceux qui investissent dans ce secteur d'activité d'être prudents, de mieux regarder, de mieux comprendre véritablement les usages. Voilà, messieurs, on l'a annoncé tout à l'heure. Je vous propose à présent d'entrer dans le concret. Qu'est-ce que cela apporte aux consommateurs, en l'occurrence aux opérateurs? Commençons par eux, aux opérateurs de télécom. La FinTech, quel est l'avantage? On commence par vous, Rostand Tané. Alors, il est important déjà de préciser que l'entame des années, la dernière décennie, chez les opérateurs de télécommunications, s'est terminée par l'érosion de la voie qui était la principale, je parle sous le contrôle de M. Bouba qui était la principale source de revenus chez les opérateurs de télécommunications. Alors, tout ce qui est normal dans chaque industrie, parce que l'arrivée des télécommunications aussi a fait baisser à un moment donné la consommation, les chiffres au niveau du secteur, dans le secteur alcool. C'est le même phénomène aussi. À un moment donné, la courbe de revenus des opérateurs de télécommunications par la voie est en train de baisser. Et ils ont une obligation de retrouver, de diversifier, de trouver d'autres sources de revenus. Mais est-ce qu'au départ, c'est cela leur mission? Ne regardez pas la chose sous l'aspect non, mais il ne s'agit pas de la mission. C'est pas une affaire de mission. Mais il s'agit d'une affaire qui doit marcher. Quand vous rentrez dans la mission, vous prenez le débat sous l'angle polémique. Et là, on se perd. On ne se perd pas vraiment. Non, on se perd. On se perd. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi? La mission, quand vous parlez de la mission, c'est la mission par rapport à quoi? Par rapport au régulateur ou par rapport au consommateur? Non. L'opérateur, d'accord, il apporte une technologie. Oui. D'accord. Et la technologie n'est qu'un canal pour accéder à un service. Donc, l'opérateur dont vous parlez, ou des opérateurs, il donne un canal. Maintenant, si vous allez, et c'est pour ça que la régulation l'a bien défini, si vous allez, l'article 3 du règlement COBAC qui définit le cadre d'émission de la monnaie électronique, dit clairement, seuls les établissements financiers peuvent émettre la monnaie électronique. C'est très clair, donc il n'y a pas de débat. Les opérateurs ne sont que des partenaires techniques. D'accord. C'est très clair. Donc voilà. Vous, pour être
encore plus clair. Vous vous inscrivez certainement en faux sur cette polémique qui naît autour de devrait-il, ne devrait-il pas, ces opérateurs de télécom. Je pense que c'est lié très souvent à une mauvaise compréhension de l'industrie et de l'activité. Tout à l'heure, on reviendra sur la... On reviendra dessus, mais voilà. La précision... Alors, tout à fait. J'essayais de faire comprendre que le modèle économique des opérateurs de communication est contraint à changer. L'évolution des choses. Aujourd'hui, les opérateurs doivent trouver d'autres sources de revenus. Et en Afrique, effectivement, j'ai essayé de présenter le contraste tout à l'heure. On a une très forte pénétration mobile et on a un taux de bancarisation qui, dans le meilleur des cas au Cameroun, peut être autour de 25%. 12%. Les chiffres de la Banque mondiale. Qui est celui de la Banque mondiale. Findex mondial. C'est vrai que l'ancien président de l'association des banques nous avait avancé au-delà de 20%, 20% et plus. On est à 12%. Alors, bon, dans tous les cas, on est en dessous de la moyenne. Largement. Alors, ce qui devient une opportunité pour ces opérateurs de télécommunications qui ont la technologie, qui ont le réseau, comme on l'a dit tout à l'heure, si on peut le rentabiliser effectivement en facilitant, parce qu'il y a deux choses qu'il faut comprendre. Il y a le mobile banking, il y a le mobile money. Mobile banking qui est l'extension des services bancaires par le téléphone mobile, et le mobile money effectivement qui est une sorte de comment dire ça, un canal effectivement de paiement par la monnaie électronique dont les opérateurs de télécommunications peuvent mettre au service des services non bancaires. Il faut bien le préciser parce que la plupart du temps c'est pour des services non bancaires. Alors c'est une opportunité pour à la fois les opérateurs de télécommunications, premièrement qui proposent un canal et deuxièmement pour tous les autres services qui sont non bancaires, pour toute la tranche de la population qui n'est pas bancarisée, de pouvoir faire des transactions sans contact en utilisant la technologie. D'accord. Pierre Feuzeux, je reviens à vous pour une autre question dans le même sens, mais cette fois, quel est l'avantage finalement, qu'est-ce que ça change dans la vie en général du consommateur? Revenons pour vous. Le consommateur, les fintech, qu'est-ce que ça change dans sa vie de tous les jours? Ça peut changer énormément de choses. Parce que pour l'instant, le mobile money n'est que la fintech, enfin, une petite partie qui n'est que le début. C'est-à-dire que on peut imaginer une plateforme d'un opérateur de télécommunications, donc reliée à toutes ces puces, proposant un certain nombre de services, comme surtout déjà par exemple le commerce électronique. C'est-à-dire que vous pouvez sortir, traverser la rue, charger votre compte mobile money et puis passer des commandes et puis on vous les livre. Enfin, il y a un tas de services qui sont imaginables. Bon, maintenant, il y a aussi des applications que les développeurs, ça me vient à l'esprit qu'il y a beaucoup de talents de développeurs d'applications mobiles au Cameroun qu'on ne connaît pas. Qui peuvent effectivement développer des applications pour répondre à l'impératif de M. Tané, donc qui peuvent développer des applications qui sont adaptées donc à notre vie, à nos habitudes, à nos coutumes, voilà, et les monétariser sur une telle plateforme, quoi. Toute transaction, ça peut apporter du travail. Et tout à l'heure, justement, Bouba Kaélé l'a dit, si j'ai bien retenu le chiffre, alors j'ai inversé, on verra tout à l'heure, c'est 300 000 comptes bancaires, 3 millions, 300 000 comptes bancaires aujourd'hui 3 millions 5 comptes au Cameroun. Voilà. Est-ce que finalement, pour le reste de la population non bancarisée, ce n'est pas aussi un atout? Tout à l'heure également, Bouba Kaélé l'a dit, au niveau de la distribution, est-ce que ça ne rend pas la vie plus facile à cet opérateur, ce consommateur qui sort juste devant chez lui, il a un point pour faire ses transactions bancaires? Voilà, absolument, c'est ça, absolument. Et non seulement faire et payer, et ensuite payer acheter tout ce qu'il veut, acheter, télécharger de la musique, télécharger des films, aller commander même sur une plateforme étrangère s'il y a une interopérabilité. Parce que c'est par exemple difficile de trouver, il y a pas beaucoup de livres ici pour des gens qui sont très spécialisés, ils ont souvent ces problèmes à commander le dernier livre dans tel ou tel domaine précis, voilà, ce genre de choses. Et puis bon, ça développera aussi effectivement toute la technologie de ce qu'on appelle e-logistique, c'est-à-dire où on livre les gens, c'est tout un... On va au Rwanda par exemple, il y a tout un projet de livraison par drone. C'est les résultats de cette économie qui aujourd'hui prend une autre dimension. Une autre dimension, et je reste... Oui, voilà, tout à fait. Et si on résume dans le contexte camerounais,
il y a beaucoup de choses qui restent à faire dans ce secteur d'activité. Quoi? Il faut toujours regarder les piliers de l'économie informelle. Comment l'économie informelle est structurée? Quels sont les défis auxquels c'est l'économie? Parce que réellement, il faut bien comprendre que ce fintech vit surtout l'économie informelle. Cette tranche de la population non bancarisée, mais qui par contre sont dynamiques au quotidien. C'est d'ailleurs eux qui feraient l'économie nationale. Bien évidemment. Alors, quels sont les défis? Le défi, c'est les défis de paiement, c'est les défis spatio-temporels, d'accès au financement aussi, au financement, déjà même des accès au niveau des échanges. Comment est-ce qu'un agriculteur du Noun peut facilement livrer chez son distributeur, peut se faire payer par son distributeur au marché des dos sans se déplacer, par exemple, à partir de son téléphone portable? Ça, par contre, c'est des problèmes qu'on devrait adresser et qui permettraient de créer un boom véritable dans ce service au Cameroun et qui permettrait au niveau de la macroéconomie et même au niveau de ces opérateurs de tirer parti de ces applications. Tout à l'heure, cette question, finalement, qui gagne le mieux dans cette nouvelle technologie? Mais d'abord, cette question à vous, Bouba Kaïlé. Qu'est-ce que ça change dans la vie des banques? Dans la vie des banques, qu'est-ce que ça change? Eh bien, ça change énormément. C'est un phénomène de disruption, d'ubérisation. Et j'ai souvent coutume de partager avec des amis, des collègues ou toutes les personnes intéressées avec qui je discute. Il y a aujourd'hui, quand vous regardez les domaines d'activité de la banque, c'est-à-dire pendant longtemps, la banque a été, on va dire, souveraine dans tout ce qui est moyens de paiement, tout ce qui est financement, tout ce qui est investissement. Mais aujourd'hui, je peux vous assurer qu'il y a des milliers de personnes, je suis dans des centaines de milliers, assis dans la Silicon Valley ou à la Mountain Valley, qui réfléchissent à comment faire pour casser le monopole des banques. Et si vous allez, vous aurez aujourd'hui, vous allez voir, vous avez des plateformes aujourd'hui de crowdfunding, les plateformes de paiement, on va citer comme ça PayPal, Apple Pay, Google Pay, les plus récents en matière de transfert, vous avez Waremit, vous avez Wave, il y en a des tonnes qui... Floraison. Alors, on passerait la journée à les citer. Je vous donnerai, si vous voulez, un site internet où vous pourrez voir toutes ces fintech qui aujourd'hui travaillent uniquement à casser le monopole des banques. Par les tuer? Je dis casser. Bon, quand on dit monopole, il y a par exemple le CEO d'une banque espagnole qui s'appelle BBVA, qui a dit que lui, d'un horizon à moyen terme, la moitié des banques à l'échelle mondiale disparaîtront du fait de cette disruption. Vous y croyez, vous? Ben écoutez, vous savez, on connaît bien les phénomènes, ça on l'enseigne à profusion dans les écoles de commerce et autres. Kodak, Nokia, toutes ces entreprises qui n'ont pas su s'adapter au changement qui apparaît. C'est-à-dire, le changement, c'est quoi? C'est une technologie, un besoin, et qu'est-ce qu'elles sont devenues? Elles ont disparu parce qu'elles ne se sont pas adaptées. Donc, c'est bien que vous ayez invité Rostand, parce que lui, son travail, c'est faire de la prospective, de l'analyse, mais c'est aussi de pouvoir, et je pense que c'est le rôle de l'émission, dire aux dirigeants, aux responsables, et même à l'échelle de décision les plus élevées, qu'il y a un phénomène. Aujourd'hui, avec l'Internet, il n'y a plus de frontières. Je peux avoir un compte bancaire étant à Yaoundé, je peux l'avoir dans une banque. Je n'ai même pas besoin de savoir où elle est, puisqu'elle est logée sur un serveur ou elle est quelque part. Et je fais mes transactions. Il suffit que j'ai juste une porte d'entrée, d'accord, et que je mette l'argent dans le système. Je peux le transférer, je peux demander un crédit, Donc, vraiment, il faut regarder la chose sous un angle. Peut-être que je vais un peu trop vite, mais ce n'est pas des choses à venir. Elles existent. Peut-être qu'elles ne sont pas encore développées dans notre environnement, mais elles existent. D'accord. Donc, pour les banques, c'est un changement.
et un besoin d'adaptation qui doit se faire pour répondre aux besoins du client, aux besoins du marché. Voilà. Un changement contraignant ou volontaire, en un mot? Ben, écoutez, c'est au choix maintenant. Ceux qui anticipent et autres, c'est volontaire. Ceux qui vont qui ont besoin de chicotte pour avancer, bon, ils se feront peut-être chicoter. Alors, je reviens toujours sur le contexte camerounais. Le rôle de la banque dans l'économie nationale. La perception de la banque par les Camerounais, en fait, par les consommateurs camerounais. Alors, casser le monopole de la banque, ou du moins trouver des alternatives au financement de l'économie, en dehors de la banque, ne pourrait être une bonne chose pour les micro-entreprises, en fait, pour ce système économique informel non maîtrisé. Dans la mesure où l'accès au crédit est régi par un ensemble de conditionnalités qui ne sont pas accessibles par tout le monde. Malheureusement, ou bien heureusement, la législation pourrait-elle permettre véritablement à ces développeurs ou bien à ces porteurs de projets de trouver des alternatives? Dans le cadre de la mutualisation, par exemple, il y a des pays européens où des catégories socio-professionnelles s'organisent pour créer une mutuelle, pour se faire des prêts entre des personnes sans forcément passer par la banque. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire une association des sauveteurs du marché Mokolo peut développer une application qui permettrait de proposer des financements aux sauveteurs de Mokolo, voilà, inscrits sur leur plateforme sans forcément s'adosser à une banque. Le jour que le régulateur permettrait cela, les banques devraient véritablement s'en inquiéter. On n'a même pas, pour aller dans ton sens, on n'a pas besoin de la régulation pour le faire. Aujourd'hui, les études montrent que la troisième source de financement pour les entrepreneurs, c'est la tontine, par exemple. Bien évidemment. Après, on va citer la banque. Ensuite, il y a les apports, les fonds personnels. Et le troisième élément de financement, c'est la tontine. On n'a pas eu besoin de légiférer pour que ça se fasse. Donc, ce que tu dis, c'est peut-être de donner un cadre formel à ces entités, mais elles existent et ça se fait. Alors on ne sortira pas, messieurs, de ce pan du débat sans poser la question qui me tient particulièrement à cœur finalement, Rostand Tané, dans tout cet engrenage. Il y a opérateurs de télécom, il y a banques, il y a consommateurs. Au final, qui gagne? Vous qui êtes au contact de toutes ces parties, finalement, qui gagne gros? Alors, de but en blanc, tout le monde y gagne. Mais bien évidemment, il y a certains qui gagneront plus que d'autres. Qui Qui gagne? Consommateur. C'est le consommateur. Alors, non, tout le monde y gagne, mais seulement les deux secteurs. Je préfère commencer par les banques et les opérateurs de communication. Ils ont ce qu'on appelle les high entry barriers, c'est-à-dire que c'est des secteurs d'activité dans lesquels on ne rentre pas chaque matin, on ne vient pas. Les barrières d'entrée sont tellement hautes, que ce soit dans la banque ou dans le secteur de télécommunications. Alors, les deux, forcément, doivent protéger leur business. Donc, l'État les confère déjà, ces entrées hautes les confèrent déjà un certain monopole, une certaine aisance dans leur activité. Maintenant, le consommateur, est-ce qu'il gagne véritablement? Je ne dirais pas qu'il subit les deux autres, parce que les deux autres vont l'imposer véritablement les règles du marché. Bien évidemment, il y a un régulateur qui est toujours en retard à la technologie, qui est toujours en retard aux pratiques bancaires, qui fuit toujours, c'est-à-dire qui vient toujours sévir après. Vous savez, donc, et vu sur cet angle, j'ai envie de dire que le consommateur sera le mieux logé dans cette bataille qui va s'annoncer, dans la mesure où il n'aura pas un pouvoir décisionnel. Il n'a pas véritablement un pouvoir décisionnel sur le marché, parce que nous, les PME, nous avons une obligation d'avoir un compte formel, un compte bancaire dans une banque de première catégorie. Mais de l'autre côté, la banque n'a pas une obligation de financer une PME. C'est vrai que sous d'autres horizons, on dit après 5 ans d'activité, 6 ans d'activité dans une banque, la banque a une obligation à apporter un financement avec des moyens définis, mais au Cameroun, ce n'est pas le cas. Mais nous avons une obligation, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment, de passer par une banque. Donc ça veut dire que, vu sur ce temps, le consommateur devra subir à la fois les opérateurs de télécommunications et les banques. Finalement, ça s'annonce plus comme une guerre que comme un banquet où tout le monde vient prendre une part de gâteau. Voilà. Alors, c'est bien de parler du gâteau. Voilà. Vous êtes d'accord aussi avant de sortir de ce domaine de qui gagne. Vous êtes d'accord avec ce que dit Rostand Tané? Finalement, les parts sont bien égales. Oui.
Oui, enfin, moi je crois quand même que la plus grosse part à qui? Ça c'est le monde idéal celui-là, mais je crois que la grosse part revient quand même pour l'instant à l'opérateur de télécommunications. D'accord. Ouais. Et ça pourrait changer un jour? Ça sera très, espérons. Parce que surtout que les opérateurs de télécommunications au Cameroun, les mastodontes sont des sociétés étrangères et qui emploient très peu de Camerounais. Il y a très peu de gens qui ont une fiche de paye là-bas. Le reste est sous-traité. Ça, c'est un autre débat. Sous le parasol, etc. Je veux comment apporter. Juste pour préciser, Rostand, on les a bien invités. Ils n'ont pas souhaité être là. On aurait voulu qu'ils soient là pour qu'ils nous en disent plus. Rostand. Alors, je voulais simplement dire une chose. C'est que la législation actuelle, l'état des choses, les banques n'ont pas de licence d'émission de monnaie électronique. Ils doivent, les opérateurs de télécommunications, ils sont obligés d'adosser sur les banques. Ça veut dire, en s'adossant sur une banque, c'est des partenariats gagnant-gagnant. Pour l'instant. Pour l'instant. C'est-à-dire, on gagne, la banque gagne un peu, la banque utilise le réseau, du moins, la banque qui a la monnaie, qui a la licence d'émission de monnaie électronique, utilise le monnaie de opérateurs de télécommunications pour étendre ses réseaux, ses services un peu à beaucoup de personnes, contre des royalties qui peuvent faire. Donc, moi, je me dis, la relation est équilibrée. La banque négocie un gain convenable, l'opérateur de télécommunications gagne véritablement convenablement parce qu'il ne peut rien faire sans la banque ne peut rien faire sans l'opérateur de télécommunications. Il faut nuancer. Hein. Moi, je dirais que ça dépend du business model suivi. Dans cette activité, il y a deux cas, deux business models. Il y a un cas où c'est l'opérateur qui a le lead sur l'activité. C'est le cas, par exemple, si vous allez au Kenya, et même dans le cas du Cameroun, où c'est, par exemple, M-Pesa, qui est adossé au réseau Safaricom, qui a développé des parts de marché importantes au point où les banques sont contraintes de s'associer à M-Pesa pour pouvoir faire cette activité. Vous verrez au Kenya, toutes les banques qui comptent, que ce soit Kenyan Commercial Bank, KCB ou CBA Commercial Bank of Africa ou toutes les autres, sont partenaires à M-Pesa et derrière créent un compte bancaire qui est relié au porte-monnaie électronique de M-Pesa. Maintenant, il y a un autre modèle où la banque prend le lead et dit, OK, l'activité bancaire, c'est mon activité, je la maîtrise mieux, je crée un MVNO, un Mobile Network, Virtual Network Operator, qui va porter mon service. Même si je m'adosse sur le réseau de l'opérateur, j'ai mes puces en propre et je déploie mon service. Ce cas, il existe aussi au Kenya. Si vous allez, il y a une banque qui s'appelle Equity Bank qui a développé son réseau, son MVNO, et qui distribue son service. Donc, elle a son porte-monnaie électronique et son compte bancaire qui sont reliés. Donc, il y a deux modèles. Maintenant, il y a peut-être une troisième voie où la banque développe son modèle, son porte-monnaie électronique et permet à n'importe quel consommateur qui a un téléphone, quel qu'il soit, de pouvoir accéder à tous les services. Donc, ça va dépendre du modèle, mais l'enjeu, c'est pour ça que je faisais référence à la question du gâteau. L'enjeu n'est pas de dire qui a la plus grosse part. C'est pas ça l'enjeu quand on regarde sur la perspective business. Le business veut que le gâteau soit plus grand pour que les parts de chacun soient plus importantes. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller chercher la partie non bancarisée, l'inclure dans le système formel et permettre ainsi à tous les acteurs, ayant chacun la meilleure maîtrise de son domaine d'activité, de pouvoir exercer et pratiquer son activité. Et ça tombe bien, messieurs, que vous embrayez un peu, en quelques mots, ainsi prononcés sur l'aspect de la réglementation. Et ce sera d'ailleurs la seconde partie de cette émission, mais d'abord je vous invite à observer une légère transition et on revient juste après. De retour sur ce plateau de Vox Live, édition spéciale qui traite de FinTech en Afrique. Voyez-vous, tout le monde n'a pas pu être sur ce plateau. Alors ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement ce soir, ce jeudi, pour venir à cet échange, nous les avons simplement enregistrés bien à l'avance. C'est le cas de Clovis Gentier, qui est président de Business Intelligence Agency. Il répond à quelques questions de Violetta Massoussi sur la réglementation qui encadre la FinTech.
On revient après. C'est une question vraiment qui nécessite actuellement beaucoup de réflexion un peu partout dans le monde. Dans beaucoup d'autres pays, ce qu'on sait que la banque centrale, entre guillemets, qui est en principe garant effectivement de tous les mouvements financiers dans le pays, dans la zone ou bien dans le pays, ils ont essayé de mettre sur pied des pôles de réflexion, n'est-ce pas, pour pouvoir donc créer, pour pouvoir donc faire des propositions claires d'amendements, n'est-ce pas, pour pouvoir poursuivre ces fintechs. Donc, de façon claire, c'est la Banque centrale qui doit être soutenue, et bien évidemment, n'est-ce pas, par les ministères des Finances ou bien le ministère des tutelles correspondants. Voilà, un court extrait, mais qui en dit certainement long. Et on revient à vous, messieurs, vous êtes trois sur notre plateau, on vous en remercie une fois de plus. Commençons par vous, Pierre Feuzeux. Est-ce que vous sauriez, par hasard, parce que nos chers téléspectateurs se posent la question, mais finalement, qui doit encadrer la réglementation sur les fintechs? Ouais, je pense qu'on en a déjà un peu parlé tout à l'heure. Enfin, je crois que c'est la BEAC, la Banque centrale. Ça, c'était hors caméra. Oui. Là, on est en direct. Voilà, oui. C'est la Banque centrale qui doit. C'est certainement pas un autre organisme, la COBAC. Je ne vois pas autre chose. Par contre, pour ça, il faudrait vraiment qu'elle fasse appel à des experts, à des start-up, travailler de concert avec des gens qui ont une expérience dans le domaine afin de sortir des textes quand même qui soient actualisés quoi, et qui soient de l'heure. Parce que c'est un domaine où les choses changent tous les jours. Donc c'est ça qui est très important, c'est-à-dire que les textes soient vraiment adaptés et qu'on écoute les opérateurs afin de rédiger les textes. Alors, Bouba Kaélé, concrètement, en quelques mots, que dit la réglementation sur les fintechs? Je ne sais pas s'il y a une réglementation sur les fintechs en tant que telles. Ah, d'accord. Maintenant, il y a un règlement. D'accord. Le règlement numéro 01/2011, CEMAC, UMAC, Cameroun, relatif à l'exercice de l'activité d'émission de monnaie électronique, qui dit dans son article 3, ceci, et je cite, « Seuls les établissements de crédit sont habilités à exercer l'activité d'émission de monnaie électronique. Voilà. Donc, s'il faut commenter, il faut une licence bancaire pour pouvoir fournir des services de e-monnaie, monnaie électronique. Et puis, les opérateurs mobiles dans notre environnement sont tenus de travailler en partenariat avec les banques pour mener cette activité. Voilà rapidement ce qui est dit en matière de réglementation en zone CEMAC. Et vous observez que c'est ce qui est fait c'est ce qui est fait, du moins pour la banque pour laquelle je travaille, qui a pour partenaire technique MTN, Mobile Corporation, qui a la plateforme sur laquelle est commercialisé ou sont commercialisés les produits sous le label MTN Mobile Money. Voilà. D'accord. Et Rostantané? Oui. Alors, au niveau de la réglementation au Cameroun, il faut aussi noter que nous avons deux périodes en réalité. On parle véritablement du mobile banking avant 2011. Il y a l'émission de la monnaie électronique. J'ai évoqué le cas d'African First Bank qui était le pionnier en 2007 en lançant effectivement eFest. Après, il y a eu des opérateurs de télécommunications, la ICAR, voilà. Il y a eu des opérateurs de télécommunications qui ont bien voulu rentrer dans ce segment. Il y a eu Express Union, mais c'est à partir de 2011 qu'on a environ 3 textes réglementaires qui viennent organiser le secteur d'activité. Alors, la conséquence directe est celle que MTN est obligé de s'aligner à African First Bank qui avait déjà une licence d'émission de monnaie électronique. Et tout comme Orange Money qui est lancé en 2011 va s'allier à la BICEC qui avait également une licence d'émission de monnaie électronique. Il y a bien évidemment d'autres acteurs qui ont eu la même licence, qui ont lancé des services, malheureusement qui n'ont pas pu perdurer juste après 2 ans, le service n'a pas pu prendre. Donc, ce que je voulais dire là-dessus, c'est qu'avant 2011, il y a eu beaucoup d'initiatives effectivement dans le mobile banking et le mobile money.
Mais c'est à partir de 2011 qu'on a un peu un semblant d'organisation. Mais la réglementation telle que décrite aujourd'hui par les opérateurs, elle est plutôt restrictive, elle n'est pas permissive. Donc, ils aimeraient avoir un peu plus d'autonomie à leur niveau pour pouvoir déployer un ensemble de services. Voilà. Donc, mais c'est la vraie question. Une qui visiblement ne leur est pas accordée. Oui, mais ils sont en train de se l'accorder eux-mêmes. Voilà. D'accord, mais ce n'est pas non, même pas. Même dans le futur, c'est-à-dire que là, je crois que c'est ce mois-ci ou le mois dernier que MTN a créé une banque, MTN Mobile, Financial Services, en Côte d'Ivoire, qui est un statut de banque. Établissement non financier qui a une autorisation d'émission de monnaie électronique. Voilà. Mais la réglementation en UEMOA le permet. Le permet de le faire. Ce qui n'est pas le cas en zone CEMAC. Moi, je pense que lorsque Orange Bank, qui sera une banque en France, qui est une banque qui aura une licence. Aura une licence. Oui. Ça participe du jeu global, hein, donc pour ceux qui... je crains fort qu'à ce moment ils se débarrassent donc de leur partenariat. C'est le but du jeu. Non, c'est le but du jeu. Hein. Au sein là, si bien expliqué, il faut trouver les nouveaux relais de croissance. Donc, ça fait partie du jeu. Voilà. Est-ce qu'on a finalement quelques exemples ou alors expériences de réglementation plus indiquées en Afrique? Est-ce qu'on a des modèles de réglementation en Afrique Boubacar Idi? Dire qu'il y a des modèles de réglementation en Afrique qui soient considérés comme des exemples, je dirais, en fait à ma connaissance de façon aussi explicite, je ne veux pas dire de bêtises. Donc, les cas les plus connus en matière d'activité d'émission de monnaie, on parle beaucoup du Kenya. Mais seulement le modèle kenyan est un modèle qui est très différent du modèle, en fait, des modèles qu'on retrouve en UEMOA ou en zone CEMAC. Je pense qu'il y a peut-être un substrat sociologique à la question, parce que si vous regardez comment cette activité s'est développée au Kenya, c'est-à-dire les personnes, hein, Safaricom, quand ils décident de tester ce produit qui consiste à transférer de l'argent via un porte-monnaie électronique, bon, ils sont les seuls à le faire. Et quand ils commencent, les opérateurs, les banques, vont se plaindre chez le régulateur, d'accord ? Et le régulateur leur dit, écoutez messieurs, je ne vois pas en quoi cette activité gêne la vôtre. Donc, cette activité a le temps de se développer, on explore toutes les possibilités qu'il y a derrière le produit, et quand le produit ou l'activité atteint ses limites, le régulateur vient maintenant tirer les conséquences des manquements observés pour définir la règle. Ça fait que le champ d'activité est large. Alors qu'en général, en zone CEMAC, ça c'est une question de démarche, on commence par définir le cadre. Donc quand les acteurs rentrent dans le cadre, tout de suite il est trop petit. Et tout le temps, on va demander des évolutions, des aménagements, parce que dans notre environnement, la gestion du risque est très prégnante. Donc, ce que les gens font, on définit la clôture. Imaginez, vous dites, les enfants vont jouer au football, et vous dites, bon, vous mettez une barrière sur, je sais pas, sur pas 200 mètres carrés, on va dire sur 20 mètres carrés. Alors, ils sont 11, ça va se cogner, machin, alors qu'il aurait fallu peut-être prévoir. Étendre la zone, les laisser jouer, et puis maintenant venir avec le sifflet de temps en temps, dire, ah là, c'est
un tacle, ou comme on dit de façon courante, c'est un mauvais jeu. Mais ça veut dire que là, si je vous comprends bien, Bouba Kaélé, que vous pointez plutôt du doigt la réglementation qui non, ne je ne laisse pointe plus pas le doigt à la réglementation. N'allez pas me mettre avec le régulateur. Je fais un constat simple. Oui. J'ai regardé beaucoup le modèle kényan. Je regarde le modèle d'activité en zone CEMAT. Je regarde le modèle d'activité en zone UEMOA. Et on voit tout de suite les différences qui s'affichent et on tire les conclusions. Non mais rassurez-vous, c'était pas pour vous incriminer. Par contre, j'ai une observation un petit peu différente dans la mesure où, pour moi, la réglementation devait être adaptée à chaque pays. Notre contrainte, c'est que nous sommes dans une zone monétaire un peu plus large. Et les opérateurs de télécommunications, ils sont différents. C'est pas la même configuration chez les opérateurs de télécommunications, mais même chez les banques aussi. Le modèle kenyan, c'est comme le Nigeria tout d'abord, ils ont une banque centrale qui peut édicter des lois en fonction des évolutions socio-économiques dans un contexte précis, en fonction de la taille du marché, en fonction de ce que l'économie peut proposer. Mais ici, nous avons une réglementation qui va couvrir combien de pays de la CEMA? Ou bien tous les pays, tous les pays qui parfois ils ont deux. C'est pas le même modèle économique, c'est pas les mêmes opérateurs de la téléphonie mobile, c'est même pas la même réalité économique. Ça, c'est déjà un premier niveau de problème qui n'est pas évident déjà pour en application. Le deuxième élément, on pourrait aussi surtout examiner la propension surtout pour les opérateurs de télécommunications, parce qu'en fait, comme M. Bouba l'a dit tout à l'heure, les opérateurs, la technologie, elle vient en premier et la réglementation vient après. Elle court après la technologie, elle court après l'initiative. Alors à ce moment, on a toujours l'impression que la réglementation, elle est restrictive, parce que la technologie, elle n'attend pas. Elle va plus vite. Parce que les opérateurs de télécommunications, ils vont vite fleurer le besoin, ils vont vite adresser le besoin. Or, le régulateur, lui, il est assis, il n'a pas un problème. C'est celui qui veut gagner de l'argent un peu plus qui va pouvoir adresser un besoin au niveau de la consommation. Et l'autre va dire non, là, c'est pas permis. Alors, c'est le vrai problème, c'est l'un des problèmes majeurs que pose à la fois le mobile money et le mobile banking aujourd'hui au Cameroun. Pourquoi? Parce que il y a ce problème lié au contrôle. Déjà, premièrement, au niveau des enregistrements, de contrôle de la collecte des sous, en fait, de la collecte des fonds, et aussi au niveau même du contrôle des paiements. Qui doit verser des fonds et qui doit les collecter? Il n'y a pas un contrôle à la base, il n'y a pas un système d'alerte qui permettrait peut-être de signaler peut-être un blanchiment ou bien tout va de soi, puisque c'est une manne pour les opérateurs. Mais par contre, le régulateur, lui, s'inquiète véritablement à ce niveau. Et aussi un problème de formation aux agents d'enregistrement ou bien de collecte de fonds ou bien de paiement. Bon, c'est ce qui donne l'impression que le régulateur, il est très dur à l'endroit des opérateurs, parce que les opérateurs, ils sont orientés business, ils sont orientés rentabilité. Or, le régulateur, lui, il est orienté sécurité, orienté contrôle. Gestion des risques. Donc, ce qui fait, vous voyez les deux éléments. Oui. Alors, avec les deux éléments cités précédemment, notamment plusieurs pays qui doivent appliquer une même réglementation avec des opérateurs spécifiques qui n'ont rien à voir avec les opérateurs dans d'autres pays. Alors, tous ces éléments mis ensemble peuvent ne créent pas véritablement des conditions d'évolution, mais des exercices évidents pour les opérateurs de télécommunications. On vous a bien compris, Rossantané, vous préconisez une réglementation plus flexible en fonction des réalités. Bien évidemment, bien évidemment. Voilà, la question tout à l'heure, on vous l'a posée, Bouba Kaélé, mais on l'a également posée à Clovis et Gentillet sur les modèles d'expérience, le modèle d'expérience de réglementation en Afrique, et il nous donne son avis, toujours en face de Violeta Massoussi. En Afrique, le Kenya, ils sont vraiment très avancés. Ça veut dire, bon, du moins, pratiquement toute la zone, ils sont très avancés. Au Cameroun, bon, nous sommes encore à une phase plus ou moins embryonnaire, même comme nous avons des opérateurs comme Orange qui se sont battus actuellement pour pouvoir avoir ces licences bancaires. Ce qui me vient vraiment à l'esprit maintenant de façon sporadique, c'est vraiment le Kenya. Il vous rejoint. Pratiquement, vous l'avez dit sans certitude, mais lui semble le dire. Le modèle en termes de législation, que moi j'ai vu le plus cité, c'est la Tanzanie. La Tanzanie, oui, bien sûr. Oui, Tanzanie. Ils ont fait, ça s'appelle National Payment System Act, okay. Donc, voilà, qu'ils ont rédigé,
qui permet c'était en 2015, donc qui permet à la Banque centrale tanzanienne de contrôler tout le secteur, y compris les syndicats, les conditions des fournisseurs d'accès et même un code de conduite, quoi. On reste avec vous pour cette question, Pierre Feuzeux. Finalement, pour revenir au FinTech, je le rappelle, FinTech, finance au service, la technologie au service de la finance, pardon, je me retrouve. Quels sont précisément les défis de la régulation que posent justement ces FinTech? Est-ce que les FinTech aujourd'hui viennent bouleverser ou alors ne font que suivre un canevas bien tracé à l'avance? C'est difficile à dire, c'est un peu les deux, puisque c'est vrai qu'on peut considérer que les FinTech, vont dans un mouvement général de dématérialisation de la monnaie. Après la monnaie fiduciaire, la monnaie structurelle, peut-être que c'est une nouvelle forme de monnaie qu'on est en train d'inventer, mais qui suit quand même une logique dans la dématérialisation. Sauf que cette dématérialisation, là aussi, porte sur... non pas seulement sur la monnaie, mais même sur les intermédiaires qui disparaissent. Il n'y a plus d'agence, il n'y a plus de... Voilà. Donc peut-être que c'est un mouvement qui a une logique. Et donc les FinTech ne sont qu'une étape, c'est possible. Une sorte de mouvement libéral mais encadré. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est vrai que c'est un défi, parce que pour l'instant, on peut dire qu'il y a un vide, en quelque sorte, un petit vide juridique là-dessus. Tout est à construire. Mais par contre, je crois que en créant cette nouvelle législation, parce qu'elle est à créer, je crois qu'il faut faire attention à préserver quand même les intérêts des sociétés, qu'on puisse assurer que les sociétés, qu'il puisse y avoir des start-up locales qui ne soient pas avalées par des groupes étrangers, parce qu'ils sont eux toujours amenés à croître, parce que s'ils ne croissent pas, c'est vrai que ça coûte moins cher. Pourquoi? Parce qu'eux ils jouent sur le volume, certains disparaissent, etc. Donc qu'on laisse quand même un petit marché, je crois, là-dedans. Pour moi, je crois que la législation doit s'engager afin de laisser un peu de place pour les entreprises locales. Un tout petit peu le propos. Je finis. Par exemple, pour vous citer un exemple, quand je vois le Sénégal, par exemple, l'équivalent de l'ART, je crois que ça s'appelle aussi l'ART, RTP, je crois, a donc demandé aux entreprises locales de prendre encourager de prendre des licences MVNO, c'est-à-dire pour pouvoir donc développer ce genre de service local. MVNO, Mobile Virtual Network Operator. Désormais on le sait. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on a toutes les caractéristiques d'un mobile operator, sauf qu'on n'a pas le réseau, on loue le réseau. Mais sinon, on a une plateforme où on est complètement indépendante, où on peut développer ses services, où on peut faire tout ce qu'on veut. D'accord, et donc là, ce serait une autre alternative pour finalement s'autonomiser un peu plus. Oui, il faut qu'il y ait une réponse quand même, il faut... vous prenez la parole. Oui, je prenais la parole parce que je voulais nuancer un tout petit peu le propos de Pierre quant à la question de la réglementation, de la régulation de l'activité. Donc, si on est d'accord que la réglementation doit être en constante évolution, il ne faudrait pas qu'on mette dans l'idée du téléspectateur qu'elle n'existe pas. Il existe une régulation qui encadre tout ce qui est les questions la régulation d'échange, qui encadre tout ce qui est transfert à l'international, ou les différents règlements qui encadrent tout ce qui est lutte anti-blanchiment et lutte contre le financement du terrorisme, qui sont les principaux piliers de l'encadrement de l'activité de paiement et de transfert d'argent. Donc, il est important, parce que cette activité qui concerne des transferts de fonds puisse être conforme à la réglementation qui existe en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. C'est-à-dire, quand vous allez faire un transfert où vous créez un compte, on vous demandera votre pièce d'identité, on vous demandera où est-ce que vous habitez, on vous demandera quelles sont vos sources de revenus. Des informations personnelles. Des informations personnelles qui sont essentielles pour construire tout ce qu'il y a comme scénario dans l'analyse ou la détection des cas de fraude ou des cas de blanchiment. Ça, c'est des éléments essentiels auxquels doivent être soumis tous les acteurs qui évoluent dans ce secteur. Je veux dire, c'est même pas
aujourd'hui, ce n'est même pas un domaine, une question qui est négociable. Parce que où que vous alliez, et ça depuis, je crois depuis 2001, avec les attentats terroristes qu'il y a eu aux États-Unis, je peux vous dire, c'est une préoccupation majeure de tous les États. Contrôler les flux financiers, contrôler les intermédiaires, savoir où est-ce que l'argent qui part, je sais pas, de New York ou du Liban, où est-ce qu'il aboutit, à quoi est-ce qu'il sert. Ça, c'est un préalable. Et je pense que c'est la question fondamentale et qui a donné lieu à la sortie du gouverneur de la BEAC, qui veut s'assurer, parce que c'est de ça qu'il s'agit, que tous les opérateurs, toutes les opérations qui sont effectuées sont conformes aux règles existantes, notamment en ce qui concerne la lutte contre le financement du terrorisme ou le blanchiment. Donc ça, c'est des points qui sont importants et je pense que il était important de pouvoir le préciser. Maintenant, je l'ai dit à l'introduction, il est clair que la législation doit être en constante évolution parce que, et je pense que Rostand l'a signalé, les utilisateurs potentiels aujourd'hui de ces services que la technologie va apporter ont été, pour la plupart et pendant très longtemps, laissés en marge du système économique. Pour des raisons simples. Quand vous allez enrôler quelqu'un, je sais pas, je dis entre guillemets, un agriculteur qui est, je sais pas, dans la campagne, je sais pas, que ce soit dans l'extrême nord ou je sais pas où, quand vous viendrez lui dire, écoutez, pour que tu ouvres ton compte bancaire, tu me donnes ta carte d'identité, ça, il pourra encore le faire. Maintenant, vous lui dites, j'ai besoin de ta facture Sonel ou Eneo. C'est des choses qu'il ne connaît pas et peut-être qu'il ne connaîtra même jamais. Donc, vous ne saurez pas. Vous allez lui dire, trouvez-moi un plan de localisation, l'adressage, ça n'existe pas chez nous. Donc, il y a tout un ensemble de barrières comme ça qui se dressent sur le chemin du produit. Et c'est pour ça que la technologie, et c'est peut-être ça l'idée qu'il y a derrière et qui pourra faire son succès, c'est de pouvoir casser le système décisionnel traditionnel et proposer une alternative. C'est-à-dire aujourd'hui, la technologie peut permettre aujourd'hui, je ne sais pas écrire, je ne sais pas lire, parce que la plupart, il y en a beaucoup qui sont analphabètes, alors on n'allait pas lui demander de lire un formulaire et de signer. Vous lui donnez la possibilité de faire enregistrer ses empreintes digitales pour authentifier un paiement. Il pose juste son empreinte et c'est considéré comme une autorisation. Donc notre système, par exemple, n'intègre pas encore tout ce qui est signature électronique, signature digitale ou empreinte digitale. C'est des choses qui ralentissent l'activité bancaire et, même pour une banque comme la nôtre, freinent la commercialisation de certains produits. Parce qu'on vous dira bien, écoutez, monsieur, pour vendre un produit au client XY, il faut qu'il se déplace, qu'il vienne à la banque, qu'il remplisse un formulaire et qu'il le signe. Parce que c'est le seul élément qui pourra être, en cas de litige, admis comme preuve face à un juge ou dans une procédure judiciaire. Bon, tu dis, c'est bien, mais aujourd'hui, il y a plein d'opérations que je fais. Je vais sur Amazon aujourd'hui, je peux commander des livres, je peux acheter un billet d'avion, je peux faire tout ce que je veux. Je n'ai pas besoin de me rendre dans une agence, signer un formulaire pour avoir le service. Donc, c'est autant de choses auxquelles il faut réfléchir. Des détails, vous l'avez dit, qui freinent l'activité des banques traditionnelles et certainement qui avantagent aussi le mouvement de la FinTech. Non, mais puisque le cadre réglementaire est le même, elles seront soumises aux mêmes règles. Mais est-ce que lorsque vous allez ouvrir un compte Mobile Money ou Orange Money, pour le cas du Cameroun, sans publicité, on vous demande votre plan de localisation ou alors... Puisque c'est l'ouverture d'un compte, et l'opérateur mobile n'est que le partenaire technique. Donc, la règle qu'il suit, c'est celle de la banque. Donc, il est tenu de respecter tous les éléments d'ouverture de compte prescrits, définis par la banque. Ce n'est pas lui qui définit, une règle existe et il la suit. Voilà, donc si vous allez
on précise, si vous venez chez Afriland, voici les conditions d'ouverture d'un compte. Si vous y allez, c'est exactement le même processus qui doit s'appliquer. Tout à l'heure, Boubacarele parlait de toutes ces informations personnelles. Vous, ça vous parle plus, Rostand Tadé, vous qui êtes dans la veille, vous collectez de nombreuses informations. Est-ce que finalement, toutes ces informations sont importantes pour finalement un Camerounais, un Ivoirien, lambda, n'importe qui, africain, pour qu'il ouvre finalement un compte? Est-ce qu'on a réellement besoin de ça, ou alors à ce niveau la réglementation est un peu trop sévère? Je ne dirais pas, on a besoin d'identifier. Déjà, si vous permettez, avant d'y arriver à votre question, de revenir un tout petit peu sur la question de la réglementation, de la régulation. Aujourd'hui, il est de plus en plus important pour le régulateur de contrôler tous les flux financiers, parce que quand on parle de transactions internationales, cela est adossé sur ce que nous appellerons les réserves d'échange. Tout ce qui concerne les opérations de transfert d'argent vers l'international, il faut justement que le régulateur puisse avoir des réserves de change disponibles pour pouvoir compenser les opérations internationales. Ce qui oblige donc à avoir un contrôle sur les transactions menées pour pouvoir monitorer en fonction de ses disponibilités, pour voir si le régulateur est capable à un moment donné de tenir ou pas. Par contre, ça, les opérateurs de télécommunications, par contre, eux ne sont pas forcément contraints dans ces règles, parce que je ne vais pas citer de nom. Nous avons un opérateur de télécommunications également d'un service de mobile money qui a adossé sur une banque, mais signe un contrat directement avec un opérateur de transfert international. Ça se comprend, ça se comprend pas, parce que dans la mesure où lui n'est qu'un partenaire technique, il est partenaire technique dans la mesure où on utilise son réseau pour soit le service mobile banking, soit le service mobile money. Mais lui, il signe avec un opérateur international de transfert d'argent. C'est-à-dire qu'ils font directement du transfert d'argent à partir de ses abonnés à l'international. Maintenant, à ce niveau, qui couvre effectivement? Est-ce la banque? Non, puisque la banque n'est pas connectée à cette transaction. Alors, ça, c'est autant de questions que pose aujourd'hui ce problème de réglementation et régulation, surtout au niveau des transferts internationaux. Vous pensez qu'il y a des vides? Il y a beaucoup de vides aussi. Et comme je le disais tout à l'heure, les opérateurs sont obligés, le régulateur est obligé de courir après les opérateurs. Eux, ils ont un objectif business, ils veulent avancer. Et le régulateur dit non, attends, là, vous allez plus vite que moi. Moi, je suis dans une zone monétaire, je n'ai pas les réserves de change pour couvrir les autres pays. Voilà, il faut que je puisse avoir le contrôle là-dessus. Maintenant, pour revenir à la question sur les données personnelles, c'est l'évolution normale de la société aujourd'hui. Autant la société évolue, autant le contrôle devient de plus en plus. Depuis les attentats du 11 septembre, le contrôle est... On a commencé déjà par l'identification de la téléphonie dans tous les pays africains aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a un pays africain aujourd'hui qui n'a pas encore identifié ses abonnés. Je ne suis pas sûr que ce pays existe. On doit tout contrôler. Autant on contrôle les appels téléphoniques, autant on contrôle les transactions financières, même intra ou extra dans des pays. Donc, bon, maintenant, ce qui pose, pour moi, ce qui me semble être une véritable question, c'est le niveau de formation, le niveau de sensibilité, le niveau de formation et de l'usage qu'on peut en faire de ces données. Chaque banque, chaque opérateur, chaque intervenant dans l'écosystème des moyens de paiement devrait avoir à son niveau un moyen de collecte des informations sur les utilisateurs au niveau de cash-in, c'est-à-dire au niveau de l'entrée, au niveau de la collecte de fonds, au niveau du paiement, pour avoir la traçabilité, pour savoir exactement où vont ce fonds. Ou à un moment donné, avoir la possibilité d'avoir la masse monétaire, pour voir quelle est la masse monétaire contrôlée par l'État. Est-ce qu'au niveau macro, on a la possibilité de contrôler cette masse monétaire? Donc pour moi, cela ne se pose pas. C'est une évolution normale des choses et c'est une certitude qu'on va toujours aller de plus en plus vers le contrôle pour pouvoir contrôler, pour mieux monitorer, contrôler pour mieux prévenir dans le cadre de la prospective. D'accord, et vous êtes de cet avis, Pierre Feuzeux, vous qui semblez sur ce plateau d'ailleurs, quasi, je vais le prononcer ce mot, défenseur de la FinTech. Non, enfin, en ce qui concerne les mécanismes de contrôle et l'aspect sécurité, je crois que c'est pas à nous de dire. Il y a des spécialistes de la sécurité qui, je pense, donnent les règles et il faut se plier. Même si votre avis compte. Oui, enfin bon, disons que c'est quand il s'agit de sécurité. Donc, voilà. On fait confiance à ceux qui. Enfin, c'est vrai qu'il faut identifier, il faut qu'il y ait une traçabilité. Ça ne négocie pas. Mais vous le disiez tout à l'heure, il faudrait beaucoup plus alléger toute la réglementation pour rendre un peu plus autonome ces fintechs. Ah non, c'est pas ce que je disais. Je disais qu'il fallait
Non, pas allégé, qu'il fallait penser je ne sais pas, des exemples. J'ai parlé tout à l'heure de développeurs. Il faut que, par exemple, un développeur, disons un jeune Camerounais qui développe une application, qu'est-ce qu'il en fait? Il faut qu'il ait accès aux plateformes. Il faut que son application puisse être monétarisée. Et pour l'instant, il n'a pas accès. C'est assez difficile. Allez, demander à surtout que, bon, ce sont généralement des jeunes... Des jeunes qui viennent de finir leurs études, quand ils arrivent, quand ils ont 20 ans, ils ont développé quelque chose de génial. Quand ils arrivent, on ne les prend pas au sérieux. Voilà. Donc, ils n'ont aucune façon. Parfois, ce sont des idées vraiment géniales, mais comment est-ce qu'ils vont monétariser leur application? Comment est-ce qu'ils vont toucher quelque chose? Il faut qu'ils s'entendent avec la plateforme. Et en général, ces mastodontes là ne sont pas ouverts à ce genre d'aventure. Et donc, ils sont assez fermés là-dessus. Donc je pense qu'on devrait quand même, je ne sais pas, dans la législation. Et donc selon vous, comment faut-il réguler? Au cas par cas, voir les spécificités? Et voilà, oui, je pense que non, il faut à la limite... une réglementation doit être de concertée. Général. Voilà. Oui, mais il faut je sais, mais elle doit être intelligente. Elle doit intégrer quand même un savoir-faire local. Intégrer la complexité ou les questions Parce qu'un texte, il vient résoudre ou améliorer une situation. Il ne vient pas... il faut se mettre dans cette perspective. Voilà, donc, c'est l'amélioration d'une situation en prenant en compte les contraintes. Parce que quand on dit qu'il est difficile pour quelqu'un, lambda, si vous prenez... Et pourtant, Dieu seul sait combien les Camerounais sont actifs. C'est-à-dire que moi j'ai une image aujourd'hui, le Cameroun, je suis tenté le Cameroun c'est un pays entrepreneur ou un pays, vous voyez, si vous arrivez dans un marché, n'importe lequel, si vous prenez cette table comme le comptoir, non, je veux dire la surface, là où la superficie du marché, vous l'ouvrez aujourd'hui, vous revenez demain, il sera 2 fois plus grand. Il y aura 2 fois plus, et c'est constant. C'est-à-dire que l'auto-entreprise aujourd'hui est devenue une marque de fabrique, que ce soit, et c'est même salué, les gens se prennent très vite en main, très tôt, et ils brassent de l'argent. Mais il est important d'aller chercher cet argent pour financer l'économie. Pour ça, on a évalué, moi j'ai évalué, ça fait à peu près, ces gens en chiffre d'affaires, annuellement, ça tourne autour, on a fait des calculs sur la base des chiffres de l'Institut national de la statistique, on tourne autour de 20-25 000 milliards de francs CFA d'argent qui circule. D'accord? Et en termes de paiement, c'est-à-dire de l'argent que ces gens reçoivent en salaire et qui peuvent épargner, c'est entre 500 et 700 milliards de francs CFA qui circulent dans l'informel. Donc, imaginez qu'aujourd'hui on puisse injecter la moitié de cet argent, ou même la totalité, disons 700 milliards de francs, ça fait plus d'1 milliard de dollars. Si vous prenez toute l'aide bilatérale, multilatérale du Cameroun et tout ce qu'on emprunte, je ne suis pas sûr qu'on se rapproche du tiers de ce montant. Donc nous avons les moyens de pouvoir lever suffisamment d'argent pour financer nos économies, mais seulement il faut aller le chercher. Et aujourd'hui, la technologie nous donne un fabuleux moyen, un fabuleux canal. Et il faut que, même au niveau des autorités de l'État, qu'elles prennent la question en main. Moi, je prends souvent un exemple simple. On parle aujourd'hui, on parlait des avantages de la monnaie électronique. Un fonctionnaire qui travaille à Molundu, d'accord? Il n'y a pas de banque dans la zone. La banque la plus proche, c'est soit à Bomba, soit à Bertois. D'accord? En fin du mois, il faut payer il a besoin de son salaire pour vivre. Il fait quoi? Il part de son bureau, il prend un car ou un transport en commun, il va faire 3-4 jours de route, parce que les routes, souvent, elles ne sont pas bonnes. Donc, on sait comme elles sont. Donc, voilà, donc il va arriver à Bomba, où très souvent ils viennent à Yaoundé, il prend son salaire, il le met dans sa poche, entre à gauche, droite, machin, l'insécurité, le risque de perdre cet argent, de le dilapider en buvant une bière avec des amis. Il refait le même chemin. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le mois, il a perdu, on va dire quoi? Entre 7 et 10 jours. C'est de la productivité qui se perd. Alors qu'il était plus simple. On décide, ok, vous tous les fonctionnaires qui êtes en zone reculée,
on vous paye par monnaie électronique. C'est simple. On a testé le processus, par exemple, à Freelance, machin, avec le programme alimentaire mondial, hein, où l'aide apportée aux réfugiés qui sont dans les camps de Minao ou dans l'extrême nord, ça se fait très simplement. Tous ont un numéro de téléphone avec un porte-monnaie électronique. En fin de mois, l'argent qui aurait, par exemple, servi à acheter du riz, de l'huile, imaginez la logistique. Parce que si vous l'achetez, c'est un avion qui doit le transporter. Ensuite, il faut des camions, il faut les sécuriser, il faut les amener sur place. Tout ça disparaît parce que vous mettez directement l'argent dans le porte-monnaie électronique de la personne qui est le destinataire. Et lui, il peut prendre cet argent, aller au marché, acheter ce dont il a besoin. Vous voyez tout ce que vous, en termes de logistique. Donc, finalement, la FinTech, c'est une manne tombée du ciel. C'est un avantage, je veux dire, c'est un avantage. Il faut savoir saisir les opportunités. Il ne faut pas qu'on voit en ces changements la fin ou non. C'est des opportunités. Hein, en fait, ça dépend. Hein. Vous savez, il y a des personnes, ils voient les difficultés, d'autres voient les opportunités. Donc, il faut voir l'opportunité. Et je pense que vous préférez voir l'opportunité. C'est comme ça qu'on nous a éduqués. Nous, quand il y a une difficulté, ce n'est pas la difficulté qu'on voit, c'est l'opportunité qui se cache derrière. Parce qu'une difficulté, ça veut dire que derrière, il y a une opportunité. Et il faut la saisir. Donc, vous partagez le même avis, Rostantané? Oui, bien évidemment, cela va de soi. Mais peut-être, s'il aurait fallu que je dise quelque chose, moi je dirais plutôt que la question fondamentale, puisqu'il faut, nous sommes dans la régulation, la réglementation, c'est bien ça le sujet. C'est ça. Alors la question fondamentale aujourd'hui que connaît le Cameroun et peut-être d'autres pays de la sous-région, je l'ai évoqué un peu plus haut, déjà il y a une multitude d'acteurs qui doivent intervenir. On a les télécommunications qui ont un régulateur à part, on a la finance qui doit avoir la COBAR et la BR à part. Le ministère des Finances. Le ministère des Finances, il y a beaucoup d'organismes à part qui doivent édicter des règles de conduite dans un secteur qu'ils maîtrisent très peu. Ça, c'est la principale difficulté. Ce qui veut dire que... Pourquoi ils le maîtrisent? À cause des flux, à cause de son caractère très changeant. Pourquoi est-ce qu'ils ne le maîtrisent pas finalement? Ils ne le maîtrisent pas à cause de... Déjà, la structure organisationnelle des États ne le permet pas. Regardons le cas de la BEAC. On a, en fait, le cas de la CEMAC. On a de la BEAC qui est l'organe, qui est la Banque centrale. Et au niveau des pays, nous avons des opérateurs de télécommunications. Et dans chaque pays, on a un régulateur qui n'a rien à faire, avec la BEAC, qui doit édicter des règles selon sa sensibilité nationale. Et ces règles devraient en principe tenir compte effectivement des règles édictées au niveau sous-régional par la BEAC. Alors, on a plusieurs acteurs qui doivent intervenir au niveau de la régulation. Qui doivent être pris en compte. Pris en compte, effectivement. Alors, est-ce que ces organismes, ils ont un comité ad hoc où ils se retrouvent ensemble pour réfléchir sur les questions de régulation? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Voilà. Pour moi, je crains plutôt que l'activité puisse être plombée. Déjà, c'est une activité qui s'applique. Donc, il y a des règlements qui s'appliquent dans plusieurs pays, avec des opérateurs différents. Maintenant, on a des spécificités liées à chaque pays et aux régulateurs des activités de télécommunications qui n'ont rien à voir avec la finance et qui doivent prendre des règles, qui doivent concerner, qui doivent organiser le secteur de la finance. Moi, je trouve un peu, à mon niveau, c'est le véritable problème qu'on devrait, c'est la direction que soit les opérateurs, soit les syndicats des opérateurs ou bien les banquiers devraient plutôt se pencher là-dessus pour trouver des voies au moins peut-être à créer un organisme comme la BR qui devrait réfléchir sur la régulation au niveau des télécommunications, en fait, au niveau de la convergence finance-télécommunications, de façon à prendre des réglementations inclusives, pas restrictives en fait, pour favoriser l'éclosion de l'activité. Et aussi surtout permettre aux développeurs de la FinTech d'avoir des réglementations claires et visibles sur la prospective pour pouvoir développer. Parce qu'on développe un produit, on identifie un problème à résoudre, un marché adressable, on développe une solution. Alors, au moment de développer une solution,
on n'a pas la possibilité de consulter. On ne peut pas consulter à la fois l'arrêté, du moins le régulateur télécommunications, le régulateur, le ministère des Finances, tous les organismes qui doivent réguler. Donc, vous voyez un peu, il y a une multiplication des acteurs qui ne peut qu'alourdir effectivement l'évolution, le développement des solutions dans la FinTech. Alors, vous voyez également la technologie au service de la finance comme un atout finalement pour rattraper le manque ou alors les manquements justement des banques traditionnelles aujourd'hui. Oui, je crois. La preuve, je pense que la preuve, c'est que effectivement, comme on disait en début d'émission, pour une fois, nous sommes des précurseurs dans un domaine. Ça veut dire qu'il y a quelque chose là-dedans peut-être qui nous convient plus qu'autre chose. C'est vrai qu'à l'inverse, parce que ça aussi ce sont des questions, parce qu'on parle d'ubérisation, Uber ne peut pas fonctionner ici. Parce que nous sommes déjà ubérisés depuis un taxi, on n'a pas besoin de... Comment on y monte à cette personne? Voilà. Donc peut-être que nous sommes beaucoup plus disposés à évoluer dans un domaine où tout est mutualisé comme ça. C'est très possible. C'est pour ça que je suis quand même, contrairement à ce que vous avez pensé, très optimiste. Mais bon, j'ai peur de certaines choses, quoi, parce que je vois quand même... Vous avez peur de quoi? J'ai peur en fait, que ce soit une étape supplémentaire dans la progression d'un capital financier, etc., quoi, qui nous étouffe et qui nous étouffe encore plus. Voilà, c'est de quoi j'ai peur. D'accord, on vous comprend bien. D'accord, vous le dites à demi-mot finalement. Alors, puisque cette émission a quand même un caractère pédagogique, parce qu'on entend beaucoup parler de la FinTech, mais on ne sait pas concrètement, du moins avant cette émission on l'espère, ce que c'est exactement. Finalement, vous diriez, Bouba Kaélé, que la FinTech n'est pas une innovation en tant que telle. Si ça l'est, elle est quand même adossée sur le système traditionnel des banques. Et donc, finalement, la clientèle de la FinTech n'a pas à trop s'en faire, ni à trop se réjouir. Voir la chose comme ça serait peut-être... C'est un prisme, il peut y avoir plusieurs autres. Oui, ce serait peut-être travestir la réalité. D'accord. Ce qui est clair, il y a des modèles. Aujourd'hui, les banques, beaucoup, ont fait le pari de s'associer aux FinTech. Parce que les FinTech, dans leur structure, elles ont plus de flexibilité, elles ont plus de capacité à innover et à apporter les changements là où les banques, on va dire les banques traditionnelles, sont plus portés par un ensemble de démarches ou de cadres de prise de décision inhérentes à leur nature. Je veux dire, par exemple, si vous prenez le processus de crédit, vous devez faire une demande, ça va aller dans un comité qui va être analysé, ça prendra un certain temps. Aujourd'hui, si vous prenez les cas des FinTech, aujourd'hui, avec la technologie, vous vous pointez, vous voulez un microcrédit, comme on dit, c'est des crédits, des petits montants, on dit crédit sans garantie. Vous prenez votre téléphone portable, donc un ensemble d'informations existe sur vous, votre façon de consommer, le téléphone, ça c'est le travail c'est des algorithmes extrêmement sophistiqués qui vont vous donner un score et qui, en instantané, disent si vous êtes éligible ou pas au crédit que vous demandez. Et votre demande est traitée en 2 secondes. C'est-à-dire vous avez fait la demande, 2 secondes plus tard, vous avez une réponse qui vous dit, monsieur, le montant que vous avez demandé, voilà, on l'a crédité sur votre porte-monnaie électronique. Vous voyez ce que ça apporte comme gain en termes de... Ça, c'est un cas. Et bon, certains opérateurs l'ont testé, ils ont des produits. Donc, c'est une souplesse, c'est une proactivité qui font le succès de cette
de ces fintechs. C'est-à-dire qu'elles apportent beaucoup plus de... Et c'est ça la disruption. Quand vous allez, si par exemple je veux venir prendre un abonnement chez Monsieur Feuzeux, parce qu'il ne faut pas seulement voir ça sous l'aspect bon, je peux par exemple, s'il a une plateforme, commencer à interagir avec lui de mon mobile en disant ok, je veux un abonnement, il va me dire remplissez tel formulaire, si vous voulez faire un paiement, je n'ai pas besoin de me déplacer, j'ai ma carte bancaire, j'introduis le numéro, là, je fais tout et puis le lendemain, si c'est une antenne qu'on doit installer, Monsieur Feuzeux se présente juste à mon domicile avec l'adresse précise, à l'heure indiquée, et il le fait, sans qu'on ait eu besoin de se rencontrer. Je veux dire, il y a des choses, il y a une simplification, parce qu'il y a beaucoup de choses que la technologie apporte. Parce qu'il faut voir la technologie, et c'est une simplification de la façon avec laquelle on interagit avec notre environnement. C'est ça. On citera Uber, on citera Airbnb. C'est ça. Parce que nous, on voit toutes ces choses-là un peu loin. Parce que quand on parle Airbnb, si vous allez sur Airbnb, j'ai vu plein de Camerounais qui ont leur maison dessus, qu'ils offrent pour pouvoir passer des vacances. C'est ça. C'est ça. Et puisque vous les étudiez, les habitudes de consommation des populations, on va dire ça, des consommateurs, pour me répéter, est-ce que vous comprendriez finalement qu'un utilisateur ne s'offusque pas trop de savoir que finalement lorsqu'il ouvre un compte Mobile Money, parce que généralement on l'entend dire dans les rues, j'ai un compte Mobile Money. On pense que le compte Mobile Money, il est dans une caisse Mobile Money, pourtant il est finalement dans une banque. C'est bien ça. Est-ce que finalement, ce serait un élément qui pourrait faire penser au consommateur qu'il est finalement dans le même système, qu'il n'en est pas sorti? Non, un compte Mobile Money, il faut faire la précision. C'est un porte-monnaie électronique. Pas dans une banque. D'accord. C'est un porte-monnaie électronique qui est sur une plateforme. D'accord. Maintenant, derrière, il y a des technologies qui permettent de lier le porte-monnaie électronique et un compte bancaire. Et c'est cette liaison, c'est très simple, c'est cette liaison qui permettra maintenant aux détenteurs du porte-monnaie électronique d'avoir accès aux services bancaires. Parce que les services bancaires, c'est quoi? L'épargne, le crédit, et puis il y a plein de types de comptes, la micro-assurance. Donc tous ces éléments sont adossés au compte bancaire. Mais le canal par lequel tu accèdes, c'est le porte-monnaie électronique. Voilà. Donc c'est deux éléments. Deux éléments. Merci pour la précision. Oui, tout à fait. Vous en apportez également une? Non, je crois qu'il a dit l'essentiel. Peut-être seulement il va falloir que nous fassions le distinguo entre le mobile banking et le mobile money, ce qui est deux choses différentes. Alors, il y a des opérateurs qui développent des solutions qui permettent d'allier les deux, c'est-à-dire mobile banking et mobile money. Il y a des applications qui sont essentiellement mobile banking, c'est-à-dire l'extension du service bancaire sur un téléphone portable. Alors, la question, vous aviez une question, c'était lié aux consommateurs. Au consommateur, c'est ça. Voilà. Alors, vous voulez savoir si le consommateur, lui... Le consommateur semble avoir l'impression qu'il est totalement détaché de la banque traditionnelle, mais finalement, il y a quand même une courroie qui lie toujours. Alors, est-ce que ça pourrait être de nature à lui faire prendre conscience que finalement, il est dans le même système? Oui, bon, peut-être pas prendre conscience, mais surtout de le canaliser vers la banque formelle. C'est-à-dire que, pour moi, je pense que l'objectif même en réalité du mobile money, c'est d'amener cette population non bancarisée à comprendre qu'ils peuvent évoluer progressivement vers une finance formelle pour avoir plus, pour bénéficier mieux de la mutualisation, ou du moins du service que pourra offrir la banque. Parce que le mobile money, comme on le dit, c'est juste une plateforme qui te permet d'avoir un porte-monnaie sur une plateforme, permet de faire un certain nombre de transactions limitées. Maintenant, quand on va parler d'une finance sérieuse, il va falloir s'adresser à une banque. Pour moi, c'est la première étape de progression vers les services formalisés de la banque pour un utilisateur.
C'est la raison pour laquelle on parlera plus de l'inclusion financière en parlant de mobile money. Donc c'est une étape qui permet de ramener des personnes d'une couche dématérialisée qui ne peut pas avoir accès. M. Bouba l'a dit à suffisant tout à l'heure, parce que compte tenu d'un ensemble d'exigences bancaires, ils ne peuvent avoir facilement un compte bancaire, mais ils peuvent quand même avoir un compte mobile money parce qu'ils ont un téléphone portable qui permettrait aussi de recevoir, de profiter de bienfaits de la technologie pour recevoir des paiements et mener un ensemble d'actions existentielles au quotidien sans forcément avoir un compte bancaire. Donc, Pierre Feuzeux, une question un peu personnelle quand même. Oui. Vous iriez plus, par exemple, au conseil, en conseillant vos enfants, vous iriez plus à leur conseiller des services mobile money ou alors de banque traditionnelle? Ah, si c'est pour des enfants, mais disons, vu comment ils sont habitués à l'environnement Android, je pense que et aux plateformes Google Play, etc. Ce serait beaucoup plus facile. Ce serait plus facile pour eux, je suppose, parce que c'est aussi ça, hein, c'est-à-dire des habitudes qu'on prend de manipulation, que c'est dans leur univers, un peu moins dans le nôtre, mais eux ils baignent complètement là-dedans. Et je pense qu'ils se sentiront beaucoup plus à l'aise. Ça leur facilitera un peu plus la vie. Oui. Mais il y a un point qui est essentiel, et j'ai l'impression qu'il y a des éléments de confusion qui serait bien de tracer. C'est-à-dire, on parle d'émission de monnaie électronique, donc on parle du porte-monnaie électronique. D'accord. On parle de la banque traditionnelle, d'accord, et des canaux auxquels on rajoute les canaux d'accès aux services offerts par la banque traditionnelle. Et le téléphone n'est qu'un canal pour avoir accès et au porte-monnaie électronique et à la banque traditionnelle. Ce qu'on appelle aujourd'hui de façon claire la banque multicanal ou omnicanal, où vous pouvez accéder aux services en allant dans une agence. Si vous voulez faire un retrait, vous allez au guichet. Vous pouvez aller dans un guichet automatique de banque où vous pouvez retirer de l'argent. C'est aussi un moyen d'accès aux services. Vous pouvez utiliser la banque en ligne, hein, vous avez un accès Internet, une interface, où vous donnez des ordres, vous faites un ensemble d'opérations. Vous pouvez faire la banque SMS, c'est-à-dire vous envoyez un petit code pour demander votre solde, ou bien vous faites un code USSD pour ordonner des opérations. Ça, c'est possible. Ou vous avez une application embarquée sur votre téléphone qui vous permet aussi de faire toutes ces opérations. Donc, c'est deux réalités. Donc, il y a la réalité banque traditionnelle, mais qui développe un ensemble de canaux supplémentaires, parce que c'est de ça qu'il s'agit. On parle des voies. C'est comme on veut venir chez Vox Africa. Quelles sont les routes qu'on peut emprunter? Je peux venir en voiture. Si j'ai un hélicoptère... vous le déposerez dehors, là. Je peux venir avec un hélicoptère. S'il y avait un fleuve ou une rivière qui passe à proximité... Vous arriverez en pirogue ou à la nage, ça dépend. Donc, c'est des canaux d'accès divers aux services. D'accord? Et aujourd'hui, comme on l'a dit, le téléphone, mais pas le téléphone en lui-même, c'est le réseau et l'Internet qu'on met. Donc, c'est pour ça qu'il faut, il est important qu'on ait le distinguo, la banque multicanal et le porte-monnaie électronique qui permettent d'accéder à un service, à un ensemble de services. Globalement, le paiement de frais de scolarité, règlement de factures, remboursement de crédit même. Ça se fait dans certains environnements. Vous utilisez votre porte-monnaie électronique pour payer les traites d'un crédit que vous avez pris à la banque. Ça se fait. Vous pouvez acheter, vous pouvez faire vos cotisations, vous pouvez recharger votre compte, vos crédits de téléphone. Donc ça, c'est ce que le porte-monnaie électronique apporte. Mais vous pouvez aussi le faire de la banque. C'est-à-dire avoir les mêmes services. Donc, ce n'est que maintenant la question de commodité. Parce que tout n'est que question de business model. Parce que tout ce dont on parle, ça a un coût, c'est un investissement, et il faut qu'il puisse être rentable. Or, la technologie fait quoi? Ça règle la question des coûts. Parce que
Moi, je dis la technologie aujourd'hui me permet, banque, de pouvoir développer une agence bancaire qui me coûte 1000 fois moins cher qu'avec la structure actuelle. Donc, c'est pour ça que la technologie, la réduction des coûts, la proximité, la mutualisation, ça, ce sont des éléments importants qui font le succès du modèle. Parce qu'on a bien dit en entrée, il faut qu'on fasse la différence entre la technologie en elle-même et le marché. Donc il faut trouver le lien entre la technologie et le marché à travers un modèle qui soit viable et qui réponde à un besoin. Instantané, une question a priori simple. Vous me voyez venir. C'est pas une seule, hein. A priori simple. Finalement, est-ce que ces services de mobile money peuvent fonctionner sans le soutien d'une banque? Finalement, est-ce qu'il peut y avoir FinTech sans banque? C'est une question de réglementation, tout simplement. Alors, si nous arrivons, si nous sommes dans les États, je prendrai l'exemple du Nigeria, où le régulateur, disons-le ainsi, décide d'accorder, de transformer les opérateurs en super agents, c'est-à-dire les accorder les licences d'émission de monnaie électronique. Alors, on n'aura plus besoin de la banque. Donc, c'est une question simplement liée à la régulation. On n'aura pas besoin de la banque. L'opérateur de télécommunications ou bien le MVO, comme je le disais tout à l'heure, pourrait développer des produits, des services de mobile money simplement sans forcément s'adosser à une banque. Vous y croyez aussi fortement, Pierre Feuzeux? Ah, quoi? Est-ce qu'un jour, finalement, la FinTech ait besoin de fonctionner sans l'appui des banques? En tout cas, la FinTech fait tout pour fonctionner sans l'appui des banques. Ça se joue devant nous. Hein. Donc c'est une question qui est encore en suspens. Vous êtes un activiste? Non, pas du tout. Je constate juste qu'il y a une stratégie qui est mise en place pour se débarrasser à un moment des banques. Enfin, pas se débarrasser, être une banque, que l'opérateur de télécom soit une banque lui-même. Être autonome. Des services c'est-à-dire financiers voilà. Pour faire l'âge au public. Voilà. Alors, s'affranchissant pour être autonome, mais aussi pour se faire le plus de bénéfices possible. Voilà, bien sûr. C'est qu'une question de modèle économique. Non, c'est un modèle économique. Le modèle économique, c'est quoi? C'est la façon avec laquelle l'entreprise crée de la valeur et ça n'en part. Faut pas. C'est pas un jeu de philanthropie. Voilà, merci à tous d'avoir répondu à nos questions. Nos 2 heures d'entretien tirent à leur fin. Merci. En un mot, une question pour tous les 3. Pour ou contre la FinTech? Pour. Moi, si pour répondre simplement pour. Je prends ce risque-là. Pour la FinTech. Difficile d'être contre. Sans pour autant être pour, c'est possible? Non, c'est une lame de fond qui est en mouvement et il sera difficile il faut surfer dessus au lieu de vouloir aller contre. Parce qu'elle a une puissance et elle peut vous détruire plutôt. Mieux vaut aller dans le sens de la vague pour l'instant. Merci beaucoup, Boubacar Ele, d'être passé sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes directeur marketing et communication à Freeland First Bank. Merci pour toutes ces connaissances reversées dans nos mémoires, dans nos cerveaux. Merci infiniment. Et à votre droite, c'était Rostand Tané. Merci pour votre vision globale de la chose, puisque vous incluez consommateurs, banques et opérateurs de télécom. Merci d'avoir contribué à cet échange. Merci à vous. Monsieur Feuzeux-Pierre, d'avoir cette vision plutôt très optimiste et qui nous fait croire que l'Afrique a aussi finalement son univers où elle est maîtresse. Voilà, oui. Finalement, c'est... Voilà, merci à tous également de nous avoir regardés. Le débat se poursuit bien sûr sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. Vous pouvez nous faire vos commentaires et si possible, nous vous répondrons. Sinon, nous vous orienterons vers l'un de ces experts sur ce plateau. Merci de nous avoir suivis. Très vite, on l'espère. Au revoir.